Étudiants, vous êtes nombreux dans cette salle là pour honorer ce sujet porté par l'Institut Agro Rennes-Angers. Un certain nombre d'entre vous, vous étiez 15 à être en parcours d'études sciences de l'animal, et vous vous êtes intéressés, vous allez nous en parler, à la filière caprine, pour voir comment, dans la vallée du Rhône, les acteurs de la filière caprine étaient en capacité de s'adapter au changement climatique et aussi à être en capacité de répondre aux attentes sociétales. C'est 3 semaines de boulot, donc 15 étudiants, et puis 2 profs pour vous encadrer, Anne-Lise Jacot et Pierre-Guy Marnet. Je vous laisse la parole pour nous présenter vos travaux, et ensuite on aura un temps d'échange, la salle aura un temps d'échange avec vous. Donc bonjour à tous. Donc nous allons vous évoquer notre thématique et notre projet sur la capacité de la filière caprine de la vallée du Rhône à s'adapter au changement climatique. Donc ce projet s'est inscrit dans le cadre du projet Entracte, porté par l'Institut de l'élevage et dont l'Institut Agro est partenaire. Nous avons été un groupe de 15 étudiants en dernière année d'études en cycle ingénieur ou master en production animale à réaliser ce projet. Donc dans un premier temps, nous allons faire un zoom sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut savoir que cette région est une région riche en termes d'agriculture, avec 40% de sa surface régionale dédiée à l'agriculture. On a une richesse en termes de diversité de cultures, avec des grandes cultures, des prairies en plaine, des vignes et des vergers. Il faut savoir aussi qu'une particularité de cette région, c'est une région marquée par des élevages extensifs, surtout dans des zones de moyenne montagne. Et la diversité des cultures permet d'avoir une diversité des produits sur la région, avec des produits allant du fromage, des vins, des fruits, du miel, et des produits notamment sous signe de qualité avec des AOP et des AOC. Nous avons une région aussi qui est fortement industrialisée, avec 18% des emplois dédiés au secteur de l'industrie, contre 12% à l'échelle nationale, et une région qui est aussi fortement touristique, avec c'est la première région touristique française, avec pas moins de 285 millions de nuitées, et le secteur du tourisme donc représente 251 190 emplois. Nous avons donc une région aussi très touristique. Cette région touristique attire aussi notamment par le patrimoine gastronomique et le terroir présent au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec pas moins de 79 AOC, dont 22 fromages, faisant de la région Auvergne-Rhône-Alpes la première région en termes d'AOP au niveau français. Donc, en ce qui concerne la filière caprine, il faut savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région en termes d'exploitation caprine, avec pas moins de 2017 exploitations, mais c'est seulement la 4e région en termes de têtes de bétail. Cela s'explique par des exploitations de plus petite taille que notamment la région Grand Ouest, avec des exploitations avec des exploitations ayant 70 à 90 chèvres en moyenne, contre 350 à 400 dans la région Grand Ouest. Nous avons sur le territoire une cohabitation qui est marquée entre les éleveurs laitiers qui transforment et les éleveurs fermiers qui transforment, et les éleveurs laitiers qui livrent. Cette cohabitation est de 50%, 50%, enfin 50-50. Et nous retrouvons 2 AOP qui sont très présentes, l'AOP Picodon et l'AOP Rigotte de Condrieu. Donc un petit point de vue rapidement méthodologique, nous avons fait ce travail qui s'inscrit dans un module pédagogique qui s'est déroulé sur 3 semaines et qui contient une partie enquête de terrain. Donc la première semaine de ce module consistait à la préparation au terrain avec la préparation des enquêtes. La deuxième semaine était une semaine plus de terrain sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 43 acteurs qui ont été
interrogés sur 5 départements de la vallée du Rhône. Et la dernière semaine était dédiée à la synthèse et à l'analyse des résultats. Donc, durant le travail préalable que nous avons fait avant de nous rendre dans la vallée du Rhône, nous avons fait des recherches bibliographiques pour identifier les axes de travail principaux de la filière caprine dans la vallée du Rhône. Donc, 3 axes principaux sont ressortis de cette recherche. Donc, dans un premier temps, la durabilité socio-économique. Dans un second temps, la durabilité environnementale. Et finalement, la durabilité sociétale. Donc aujourd'hui, on a choisi de se concentrer uniquement sur le volet durabilité environnementale. Donc de ce volet-là, s'est dégagé 3 grands enjeux. Donc dans un premier temps, la variabilité climatique. Vous le savez aujourd'hui, les changements de température sont de plus en plus variables. Donc nous avions émis des hypothèses avant de partir qui concernaient la difficulté de gestion de la ressource fourragère dans la vallée du Rhône. Et plus particulièrement avec le cahier des charges AOP Picodon qui pourrait être questionné puisque lorsque on est en AOP Picodon, l'ensemble des fourrages consommés par les animaux doivent être produits sur la zone. Et nous sommes également posé la question de la variabilité de la disponibilité en eau, puisque c'est une région qui peut avoir des épisodes de sécheresse en été, comme des épisodes cévenols à l'automne, comme en ce moment même. Dans un second temps, le deuxième enjeu concernait le stress thermique. Donc les hypothèses que nous avions abordées étaient plutôt basées sur l'adaptation génétique des chèvres et donc par conséquent l'adaptation des bâtiments, mais aussi de la gestion des troupeaux. Et finalement, les projections en ce qui concerne l'évolution des températures est annoncée à la hausse d'ici 2100 avec des températures maximales, une hausse des températures maximales pouvant aller de 4 à 8 degrés. Donc, nous nous sommes donc interrogés sur le besoin de former les éleveurs aux pratiques d'atténuation du changement climatique et également de communiquer en grande partie sur ce sujet-là. Donc, lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain pour interroger les acteurs de la filière, nous leur avons posé la question suivante. Classer, selon vous, par ordre de priorité, quels sont les enjeux majeurs auxquels la filière caprine de la vallée du Rhône est confrontée aujourd'hui? Donc, sur le podium, on retrouve en première position l'adaptation au changement climatique qui a été énoncée par 16 répondants sur 39. Dans un second temps, on retrouve le renouvellement des générations qui se positionne en deuxième position pour 12 répondants sur 39. Et finalement, la question de l'engraissement et du transport des chevreaux pour 9 répondants sur 39. Donc, comme vous l'aurez compris, la thématique du changement climatique, elle est évoquée en premier lieu par la majorité des acteurs, et plus particulièrement pour les acteurs du conseil et les éleveurs. Donc, nous venons de le voir, le changement climatique n'épargne pas la filière caprine de la vallée du Rhône, et donc s'adapter devient pour elle une nécessité. Donc, lorsqu'on a questionné les acteurs sur les impacts du changement climatique, celui qui a été le plus cité par 30 acteurs sur 33 répondants, c'est l'impact sur les ressources fourragères, pénalisant à la fois la quantité et la qualité. Viennent ensuite les impacts sur la ressource en eau et sur les animaux, affectant non seulement leur bien-être et leur production via l'augmentation du stress thermique, mais également leur santé avec la hausse du parasitisme et l'émergence de nouvelles maladies, notamment vectorielles. Donc, dans le cadre de cette journée, nous allons nous concentrer sur les 2 premiers impacts concernant les fourrages et l'eau. Donc, à travers les échanges que nous avons eus avec les acteurs, il apparaît très clair que la priorité est donnée à l'adaptation des systèmes fourragers. Donc, cette adaptation est nécessaire non seulement pour sécuriser l'alimentation des troupeaux, mais aussi pour maintenir l'autonomie fourragère des exploitations. Et cette nécessité est d'autant plus marquée pour les éleveurs en AOP qui ont l'obligation, dans leur cahier des charges, de s'approvisionner dans une aire géographique définie.
Et donc, ils n'ont pas d'autre solution que de s'adapter pour continuer à produire sur leur territoire. Plusieurs pratiques ont été évoquées et les plus citées sont notamment la diversification des fourrages et l'introduction d'espèces adaptées à la sécheresse et également le séchage en grange, en notant toutefois que le coût de cette pratique est un frein majeur à sa mise en place. Donc, pour accompagner les éleveurs dans l'adaptation de leur système et ainsi renforcer leur résilience, des structures de recherche et de conseil comme Cap Pradel, qui est un réseau d'acteurs qui a été formé autour d'une ferme, une ferme expérimentale caprine basée en Ardèche et animée par l'IDEL, mais on pense aussi aux chambres d'agriculture locales ou encore un organisme de conseil comme ADIS, et puis bien d'autres structures qui travaillent aujourd'hui sur des leviers techniques. Donc concrètement, pour les fourrages, des essais sont menés sur des prairies multi-espèces qui sont plus résilientes que les prairies mono-espèces du fait de la diversité et de la pluralité des espèces cultivées, avec notamment des espèces adaptées à la sécheresse comme le dactyle, le sainfoin, la fétuque élevée, le lotier ou encore la luzerne. Il y a aussi des expérimentations qui sont faites sur des nouvelles espèces fourragères, comme le sorgho en substitution du maïs ou encore la chicorée et le plantain. Et enfin, parce que les chèvres en raffolent, des tests sont menés sur les arbres fourragers comme le mûrier blanc, la vigne ou encore le frêne, qui pourraient venir compléter l'alimentation des troupeaux, notamment en période de sécheresse estivale, car les feuilles sont encore bien vertes quand l'herbe, elle, est sèche. Donc, face au changement climatique, les éleveurs se mobilisent, notamment à travers des initiatives individuelles. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons rencontré un éleveur caprin ardéchois qui a récemment construit un hangar d'une capacité de 18 mois de stock de fourrage, puisqu'en effet, se constituer une trésorerie fourragère est essentiel aujourd'hui pour anticiper les aléas climatiques. Ça permet non seulement de sécuriser l'alimentation des troupeaux, mais également d'être plus résilient économiquement face aux aléas de production et de prix. Et puis, il y a aussi des initiatives collectives qui se développent, et c'est le cas notamment d'une CUMA dans le Rhône qui gère un séchage en grange collectif. Donc, de manière générale, cette solution paraît intéressante pour les éleveurs en AOP qui ont l'interdiction de produire des fourrages fermentés type ensilage et enrubanage et qui disposent donc de peu de solutions quand ils n'arrivent pas à faire sécher leur foin au sol. Et tout l'intérêt de cette démarche collective, eh bien, c'est la mutualisation des investissements, des coûts, puisqu'on a vu que c'était un des freins majeurs de cette pratique. Toutefois, il nous a été mentionné que les séchages en grange collectifs ne sont pas aujourd'hui éligibles aux subventions, contrairement aux installations individuelles. Et donc, il nous paraît important aujourd'hui de capitaliser sur les expériences en cours afin de créer des références technico-économiques fiables pour aller sensibiliser les décideurs politiques et solliciter leur soutien pour qu'ils accompagnent ce genre de démarche collective encore marginale sur le territoire. Donc on va maintenant se concentrer sur l'eau. Donc lors de notre semaine terrain, nous avons fait 2 constats principaux. Donc la disponibilité en eau qui est de plus en plus variable, ça a été annoncé par 12 répondants sur 36, et des sécheresses de plus en plus fréquentes selon 5 répondants sur 36. Donc il faut savoir que dans la vallée du Rhône, les éleveurs fromagers donc, représentent, comme dit précédemment, 50% de l'effectif total en éleveurs. Et donc de par le procédé de transformation, ils ont des besoins accrus en énergie et en eau sur leurs exploitations. Donc les 4 postes de dépenses les plus importants en eau sont les suivants. On retrouve l'abreuvement, le lavage pour la machine à traire, l'atelier de transformation et l'irrigation nécessaire aux cultures.
Donc il est à savoir aussi qu'il pourrait y avoir un risque de compétition et de conflit d'usage pour l'accès à l'eau, particulièrement sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche, puisque ce sont des territoires qui sont soumis à de fortes tensions hydriques, notamment en été lors des périodes de sécheresse, mais également sur la variabilité d'approvisionnement en eau, comme actuellement avec les épisodes Cévenol. Donc, pour s'adapter à ce changement climatique, des programmes et des projets collectifs locaux sont mis en œuvre. Donc, en ce qui concerne les programmes, on peut trouver des projets d'économie d'eau et d'énergie lors de la création des nouvelles fromageries. Ce sont des idées donc portées par le projet Climat Picodon. Également des projets collectifs locaux qui travaillent eux aussi sur l'économie d'eau et d'énergie. On trouve par exemple le plan méditerranéen qui est porté aussi également par le CNAOL, qui est donc le Conseil national des appellations d'origine laitière, qui mène un travail collectif important sur les thématiques d'économie d'eau et d'énergie, de la récupération des eaux de pluie et de la production de froid en fromagerie. Comme annoncé par Océane, il y a aussi des initiatives de travail sur les cultures moins demandeuses en eau pour avoir des moindres besoins d'irrigation. Et finalement, la création de lacs collinaires pour sécuriser l'irrigation, c'est ce que nous avons pu voir dans une CUMA de la vallée du Rhône. 2 lacs collinaires ont été créés pour permettre de répondre aux besoins en irrigation des éleveurs. Donc en conclusion, nous avons pu voir que la région Auvergne-Rhône-Alpes est fortement soumise et touchée par les aléas climatiques et le changement climatique, obligeant notre filière caprine à s'adapter et trouver des solutions. Donc ces solutions sont passées à travers, et ces solutions d'adaptation sont passées majoritairement à travers des leviers techniques qui sont soutenus et accompagnés, notamment grâce, dans un premier temps, à un collectif fort sur les territoires de la vallée du Rhône, aussi un accompagnement financier qui est important à l'échelle du territoire, avec des acteurs, cet accompagnement financier, il est amené avec des acteurs locaux, des acteurs régionaux, voire nationaux, et dans un dernier temps, par un effort de formation auprès des éleveurs. En effet, le fait de transmettre des solutions auprès des éleveurs, cela permet, et cela leur a permis d'avoir des solutions d'adaptation directes et concrètes et à mettre en place. Donc nous avons pu voir que ces leviers touchaient principalement les fourrages et à moindre échelle la gestion de l'eau. Cette gestion de l'eau a été en effet peu évoquée sur le terrain, à l'exception des transformations à la ferme, qui eux utilisent cette ressource en eau. Cependant, on a eu beaucoup d'acteurs qui ont évoqué l'intérêt de travailler avec la chèvre comme animal, qui est un animal plutôt résistant au climat semi-aride et permettant du coup de lutter contre plusieurs problématiques. Donc si on revient à notre filière caprine, donc on a pu voir sur la vallée du Rhône une richesse et une diversité par une diversité d'acteurs, une diversité de produits et une diversité de production, avec une complémentarité à travers des systèmes variés, allant des systèmes de circuits courts et de circuits longs, et des acteurs avec un très bon maillage au sein du territoire de la zone, au sein du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et cela permet d'avoir une diversité de produits et une bonne entente entre les acteurs. Toutefois, cette filière, elle est en équilibre et elle est sur un fil, et elle est confrontée à de nombreuses problématiques et de nombreux défis, comme notamment la filière chevreau ou les ressources fourragères, comme on a pu évoquer. Mais de par sa taille maîtrisée et les échanges entre les acteurs, nous avons eu le sentiment que cette filière était demandeuse et prête à s'adapter à de nombreux défis et faire face au changement climatique.
Nous tenons à remercier particulièrement la chaire Futur d'élevage pour le financement de ce projet, sans qui ce projet n'aurait pu être faisable. Nous remercions aussi tous les organisateurs de la journée qui nous ont permis de présenter nos résultats. Et nous tenons aussi à remercier Anne-Lise Jacot et Pierre-Guy Marnet pour leur accompagnement au cours de ce projet. Merci. Merci à vous, vous avez été très bons. Je retiens aussi que vous étiez 15, ça fait une bonne équipe de rugby. On va parler collectif. Ce que je vous propose sur cette séquence de questions, c'est que vous la jouiez aussi collectif. Vous allez vous mettre en petit groupe de 5-6 là, vous allez désigner votre porte-parole, et vous allez dire quelles questions intelligentes on a à leur poser à cette équipe-là. Ok ? Donc vous avez 3 minutes, vous retournez là, paf, vous êtes 4-5, et après émerge la bonne question de votre groupe, et on va venir dans les zones où on n'a pas eu de questions encore depuis ce matin. À tout de suite. N'hésitez pas à vous retourner, là je vois que vous avez du mal à faire équipe. Manger la scène. Attends, il faut pas tirer, pas trop. Monique, bien plus de moi. Ça fume, c'est beau, ils vous ont intéressé. Ok, quel est le porte-parole qui lève la main là? Je vois une main qui se lève, j'en veux d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? En haut à gauche, là, vous êtes trop timide, on n'a rien de vous là depuis ce matin. Je viens vers vous tout de suite. Bonjour. Ça passe pas. C'est bon? Bonjour. Moi, c'est Firmé Amali. Bon, vous me connaissez déjà. Hein. Je suis votre collègue en cours. Alors, moi, ma question elle concerne la génétique. En gros, vous avez montré que les éleveurs s'adaptent au changement climatique, mais plus particulièrement, vous avez mis l'accent sur le volet production végétale. Alors moi, ce que je veux, d'un point de vue de l'animal, qu'est-ce que les éleveurs font? Ils font du croisement, de la sélection, ou ils vont typiquement sur de nouvelles races qui s'adaptent mieux au changement climatique? C'est ça ma question. C'est bon, ça marche. Non, ça marche pas. Du coup, à propos des races, on a posé plusieurs fois la question parce que les races dominantes, c'était des Saanen et des Alpines. Et donc, on a posé les questions surtout aux éleveurs pour voir s'ils voyaient la différence déjà de stress thermique entre les deux races, de l'impact du stress thermique. Et pour certains, ils nous ont évoqué la difficulté de séparer les effets en fait du stress thermique sur ces deux races, en fait de voir un effet race par exemple, notamment parce que en exploitation, l'idéal pour quantifier par exemple une baisse de la production laitière par animal et donc pour quantifier par race, ce serait de peser la production à chaque fois, sauf que c'est pas possible avec la machine à traire. C'est fait en exploitation expérimentale, mais beaucoup plus difficile. Et en exploitation expérimentale, si je ne me trompe pas, c'était que des Saanen. Donc, beaucoup plus compliqué à quantifier. Merci. Est-ce qu'il y a une question là dans cette zone-là? Bonjour, donc merci pour l'exposé qui était très intéressant. Donc, je suis Catherine Hurtaud, je suis ingénieure de recherche à l'UMR Pégase. Et je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle l'eau est si peu évoquée et semble si peu un problème dans cette région? Ok,
Ok, on entend. Je pense que le problème majoritaire sur lequel ils avaient une urgence absolue, c'était vraiment sur l'alimentation, ce qui explique pourquoi ils parlaient vraiment du fourrage. Et je pense aussi que c'est un peu historique le fait que cette région ait aussi des problèmes d'eau, mais ils s'accentuent avec les années. Et donc, je pense qu'il y a un peu cette vision graduelle où ils voient qu'il y a des changements, mais c'est surtout sur les fourrages qu'il y a les plus gros changements. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Aussi, comme on a pu... Je sais pas si ça marche. Si ça marche. Bon. Aussi, comme on a pu le voir ce matin, la chèvre est un petit ruminant et les dépenses en eau sur le secteur caprin sont essentiellement sur la partie abreuvement et aussi sur la partie production laitière avec lavage de la salle de traite. Donc sur la partie abreuvement, on a pu voir ce matin que la chèvre, c'était pas le modèle animal qui nécessitait le plus de besoins en eau. Donc je pense que ça, c'est un des éléments de réponse pour lequel les acteurs n'ont pas évoqué ce problème-là. Et sur la partie salle de traite, on n'a pas eu beaucoup d'éléments de réponse. Les éléments, on les a plus eus sur la partie, comme j'ai pu l'évoquer sur l'oral, sur la partie transformation avec des ateliers de transformation à la ferme, où là on a eu quelques éléments de réponse par rapport à ça. Et pour compléter, pour la question de l'eau aussi, je pense qu'ils en parlaient indirectement. Par exemple, quand on évoquait les fourrages, il y a forcément la question de l'eau qui y passe, mais en fait indirectement en évoquant les fourrages. Une question devant. Oui, désolé, je ne connais pas grand-chose en élevage de chèvres. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur ou des chiffres sur la consommation d'eau d'une chèvre pour l'abreuvement ou la répartition entre abreuvement, lavage, justement ? Non. Honnêtement, on n'a pas été du coup sur cette partie-là aussi approfondie et on n'a pas de chiffres à vous évoquer là-dessus. Puis globalement, la première semaine, elle a servi à faire beaucoup de biblios parce que même si dans notre formation, on évoque toutes les filières, c'est une filière qu'on voit quand même moins, enfin qu'on maîtrise moins que la filière bovine, donc il a fallu beaucoup se renseigner. Dernière question tout au fond, histoire de me faire du sport. Jean-Baptiste. Bonjour, merci pour votre exposé. Je reviens sur le levier génétique qui apparaît comme un levier pour répondre au changement climatique. Vous dites avoir interviewé des éleveurs. Est-ce que vous avez eu des liens avec des organismes de sélection pour connaître les schémas et savoir comment les adapter aux problématiques locales ? Oui, on a eu un contact d'un organisme de sélection. Ce qui concerne la recherche pour l'adaptation au changement climatique, ils y travaillaient, mais ils ont quand même souligné la difficulté de créer un critère résilience, robustesse face au changement climatique, parce que c'est des critères qui sont multicritères, ça prend en compte plein de choses, mais en tout cas, ils y travaillent. Mais voilà. Non, elle ne veut pas le micro. Merci à vous. Je crois que tu voulais parler. Au XXe siècle, on disait haut le chameau, mais justement au XXIe, Pierre-Guy Marnet va réhabiliter le chameau. Bonne camarade Sandrine nous a dit que vous étiez capable de faire un exposé en 5 minutes. Donc c'est à vous. Bonjour, merci. Ça marche. Moi je vais juste vous... Merci. Je vais juste vous interroger sur un point. Vous imaginez de venir à Rennes et de ne pas pouvoir consommer de galettes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sarrasin. En plus ça, vous avez des crêpes, mais vous ne pourrez pas les fourrer avec des pommes, parce que vous n'en aurez pas non plus. Passons maintenant dans le sud. Vous imaginez votre salade d'été, vous n'avez pas de tomates et vous n'avez pas de mozzarella. Vous voyez où je veux en venir ? Tous ces produits que j'ai cités, ils n'existaient pas en Europe il y a quelques années. Si vous voulez manger du quinoa, c'est arrivé en 70. Donc on a su améliorer aujourd'hui notre repas, notre diète, notre gastronomie grâce à l'importation de nouveaux produits. Et on s'est ouvert à de différentes cultures. Alors pourquoi ne pas imaginer demain d'en avoir une nouvelle ? Et cette nouvelle, c'est celle que je pourrais vous raconter et celle que mes étudiants ont essayé de vous raconter, donc des histoires de chameaux, parce qu'effectivement, ces bestioles-là, elles sont particulièrement intéressantes. Si je rajoute que, en accord avec la thématique d'aujourd'hui,
c'est les animaux qui ne consomment pas d'eau. C'est les plus économes que l'on puisse trouver. Ils rejettent rien. Les gaz à effet de serre, à peu près 4 fois moins qu'une vache. Donc des impacts en termes de rejet physique, même les crottes de chameau, ça se valorise. On les utilise pour se chauffer. Donc au final, c'est peut-être un animal de demain, et il faudrait peut-être ouvrir ses chakras un petit peu et penser qu'on peut essayer d'adapter les systèmes, mais on peut aussi changer de système. Okay ? Donc c'est un petit peu toutes ces histoires qu'on a voulu essayer de raconter lors de 2 journées qu'on a organisées cet été. Et on a été donc sur le... Allez, excusez-moi pour la musique. Nous sommes allés exposer au grand public un petit peu tout ce que je viens de vous raconter, et avec plus de détails, grâce donc au travail de nos étudiants. Et on a fait ça pendant 2 jours sur l'hippodrome de Lens de Moidré, là, à côté du Mont-Saint-Michel, où vous pouvez nous voir en train d'entraîner les chameaux qui, en plus de produire, peuvent aussi être des animaux de sport, vu qu'on les fait courir, et qu'il y a des gros challenges, ça peut rapporter largement autant qu'un cheval de course. Voilà. Et puis, vous les voyez courir en bas. On a pu présenter comme ça beaucoup de choses avec plein d'acteurs, donc la Fédération française des chameaux, des lamas, des alpagas, Fédération européenne des éleveurs de chameaux. Et on a présenté plein de produits, vous voyez en haut à droite, donc les produits laitiers, des savons, des crèmes, plein de choses intéressantes, parce que ce produit, entre autres le lait, est particulièrement intéressant puisqu'il a, en plus de ses valeurs nutritionnelles, des valeurs santé. Donc vous avez des problèmes d'intestin irritable, vous avez des problèmes d'allergie aux caséines des laits de nos ruminants, vous avez des problèmes d'intolérance au lactose, consommez du lait de chamelle. Voilà, donc la seule chose que je peux vous dire, vous voulez en savoir un petit peu plus, tous les posters faits par les étudiants, et je les remercie pour ce travail-là, sont présentés dans la salle où nous allons déjeuner tout à l'heure. Et ils ont fait donc un gros travail de médiation scientifique, et je vous demande de les applaudir pour ça. Merci. Merci Pierre-Guy. Avant de commencer, j'aurais dû vous demander si vous étiez en situation de conflit d'intérêt sur les produits de chameaux, là, tellement votre conviction est affirmée. Donc voilà, vous pourrez aussi en acheter. Auprès de Pierre-Guy arrive la session présentation flash. Nous avons la chance d'accueillir Marine Jacquemin, qui a effectué un stage de césure à l'unité mixte de recherche Pégase pour physiologie, environnement et génétique, pour l'animal et les systèmes d'élevage, avec une question: qui sont les éleveurs installés après une formation Bac+5 ? Qui sont-ils ? Bonjour à tous. Alors je vais me présenter, comme dit Marine Jacquemin. Je suis étudiante à l'Agro de Toulouse, anciennement appelée ENSAT. Donc j'ai travaillé sur les Bac+5 dans le cadre de ma césure pendant 6 mois. Donc le titre de mon stage était les éleveurs installés avec un Bac+5, étude des choix d'orientation du système de production, des conditions de travail et d'installation. Alors pourquoi les Bac+5, vous allez me dire ? L'idée est venue de mon encadrante qui a remarqué que plus en plus d'étudiants de l'Institut Agro-Rennes s'installer après leurs études. Mais on peut se dire pourquoi ils le font. Donc déjà, on sait tous qu'il y a un enjeu de renouvellement actuellement avec les agriculteurs qui partent à la retraite. Il n'y a que 70 à 75% des agriculteurs qui sont remplacés. On a aussi beaucoup d'étudiants qui sortent avec des niveaux d'études très importants maintenant. On a 27% des agriculteurs qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, qui n'était pas le cas avant. Et on sait aussi que la formation Bac+5, ce n'est pas forcément la formation qu'on va penser au premier abord pour aller en agriculture. On se dit ce n'est pas forcément celle qui va permettre d'apprendre tout ce qu'on veut en agriculture, et ce n'est pas vraiment celle-là qui mène au métier. Donc pour essayer de répondre à tout ça, on a essayé de mettre en lien différentes choses, donc le choix d'orientation du système de production, les conditions de travail et l'installation. Donc on a essayé de mettre un lien entre ces 3 grandes thématiques. Et en faisant plusieurs recherches bibliographiques, on s'est aussi rendu compte que l'autonomie était très présente. Alors l'autonomie, ça peut être autonomie fourragère, autonomie de production et plein d'autres choses. Donc on s'est demandé pourquoi cette autonomie-là, elle pouvait impacter les Bac+5 et comment ils s'en sortaient. Donc pour ça, on a une hypothèse centrale qui était: est-ce que les Bac+5 sont-ils autonomes dans l'orientation de leurs projets, dans leur système d'installation ou même leurs conditions de travail ?
En fait, on s'est aussi rendu compte que l'autonomie, il n'y avait pas vraiment une définition globale, que il y avait plein d'autonomies différentes. Donc on a essayé de mettre en place une définition par nous-mêmes sur l'autonomie que pouvaient avoir ces Bac+5 là. Donc on a défini l'autonomie comme la capacité de mettre en place des processus par soi-même. Donc ça va de la réflexion jusqu'à la mise en pratique sur leur exploitation. Donc pour faire ces recherches-là, on a réalisé une enquête quantitative de 103 questions qui s'est faite en ligne. Donc dans cette enquête-là, il y avait 5 grandes parties. Donc identité du répondant, donc savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, information sur son exploitation, donc les informations de base, qu'est-ce qu'il produit, comment il vend, des choses comme ça. Le parcours d'installation avant qu'il fasse, donc tout ce qui est son étude, comment il a eu des compétences, est-ce qu'il a travaillé avant, combien de temps. Le parcours après installation, donc comment il s'est installé, qui l'a aidé, qu'est-ce qu'il a fait, comment sont ses conditions de travail. Et aussi, on a demandé le futur qu'il envisageait plus tard, pour voir comment il l'imaginait. On a aussi réalisé une enquête qualitative, donc on allait voir directement les exploitants pour leur poser ces questions-là. Donc c'était plus pour avoir un ressenti de comment ils le voyaient et vraiment avoir leur définition et leurs propres mots dessus, pour avoir les mêmes résultats, mais un peu différents en fait, avec vraiment leurs mots à eux. Donc actuellement, on n'a eu que 40 réponses sur nos résultats. Donc ces résultats-là, je ne peux pas vous les présenter tout de suite parce que j'ai que 5 minutes pour le faire, mais j'ai réalisé un poster qui sera aussi avec ceux des étudiants, donc pour voir comment ça se passe, des choses comme ça. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Et aussi, ce dernier mot, c'est que l'étude, elle est encore en cours. Donc je ne sais pas si vous connaissez les installés avec un Bac+5 en élevage, mais si c'est le cas, présentez-leur cette étude et pour qu'on ait plus de données pour la suite, en fait.